Bonjour à tous, c'est PN Théorie. Alors je reviens vers vous dans les chroniques du cheminement intérieur, pour une émission sur comment vivre avec l'incertitude. Et je vais parler surtout de ce climat de désespoir que je perçois sur YouTube et au travers des commentaires que l'on me fait. Et puis dans le fait aussi que énormément de chaînes de voyance, d'astrologie diverses, de choses en rapport avec la spiritualité naissent, dont beaucoup justement alimentent la peur. Alors beaucoup d'autres sont plutôt dans une éducation à la sagesse, et donc transmettent des choses qui nous sont utiles pour nous élever. Et alors nous élever, je veux dire à la fois nous épurer et à la fois prendre de la distance, prendre de la hauteur. C'est ce que je veux dire par élever. Alors ces chaînes-là, parce que je suis comme vous, j'écoute beaucoup de chaînes aussi, sont très bien, seulement il y en a beaucoup qui jouent évidemment sur la peur, l'effet de scoop, c'est à qui prévoira le prochain attentat, la prochaine catastrophe, etc. Et alors on vit que de ça, et au rythme des médias, que même si on regarde des médias les plus alternatifs possibles, on peut dire quand même que c'est pas la joie. C'est le minimum. Et alors comment est-ce qu'on peut vivre dans ce climat-là ? Comment est-ce qu'on va faire en fait ? Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt envie d'aller dans ce sens, d'essayer de trouver avec vous des solutions, d'en proposer. Parce que face à ces climats, avec ce climat de peur, avec ce désespoir en trame de fond, en lame de fond, qui nous étreint en fait, parce que même si on est intéressé par toutes ces autres chaînes, généralement on est abonné à beaucoup de chaînes, donc, et par tous ces courants, en discutant avec des personnes, en rencontrant, etc. Même si on est intéressé, il y a quand même une sorte de frénésie qui est due aussi aux nouvelles technologies, c'est-à-dire au fait qu'on a son portable constamment, le jour, la nuit, en semaine et les week-ends, et on a tout le temps son portable. Et on est tout le temps sur les réseaux sociaux, même si chacun choisit ceux qui lui conviennent. Et donc de ce fait, il y a une certaine, c'est-à-dire qu'on est au contact de ce climat qui est polluant tout le temps. Et c'est une sorte de frénésie, c'est-à-dire qu'on va écouter dès le matin en se levant. Enfin, moi c'est ce que je fais, j'ai mes chaînes aussi privilégiées, même si ça change de temps en temps, je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Donc il y a une frénésie à écouter. Ah, quelqu'un fait une nouvelle vidéo, ah je vais aller écouter, Et on est intéressé et à la fois bercé et rassuré par certaines voix, par les gens qui se montrent à la caméra ou qui exposent leur voix, comme moi actuellement, puisque c'était mon choix. C'était pas au début, mais c'est mon choix maintenant. Et donc, il y a cette espèce de réassurance, d'un côté, d'essayer de se raccrocher à des gens rassurants, mais pour des bonnes raisons, hein, pas simplement rassurer pour rassurer et pour dire tout ira bien, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça que je veux dire. Des gens qui nous rassurent vraiment. Et puis à la fois, il y a ce catastrophisme dont même si on veut se désabonner de ces chaînes-là, on est quand même pris par le climat ambiant, parce que il y a ce catastrophisme sur les chaînes de télé mainstream, par exemple, ou les autres médias. Et donc on est tous atteints par cette pollution qu'est le désespoir. Voilà, on se demande si c'est pas voulu même. Mais je n'irai pas sur ce terrain pour l'instant. C'est pas le but de cette vidéo. Donc effectivement, moi aussi, j'ai vu que dans les commentaires, beaucoup de personnes sont dans le désespoir, ne savent plus comment faire.
parce qu'ils ont été victimes de perversion ou de personnes extrêmement toxiques parce qu'ils ont été traumatisés. Et puis d'autres le sont aussi parce qu'ils se rendent compte que c'est la fin des libertés, qu'on est en plein dans la censure, qu'on a changé de régime et qu'on est emprisonné même dans nos têtes, à l'intérieur de nous-mêmes en fait. Du fait certainement de ces nouvelles technologies qui isolent beaucoup, même si elles mettent en lien, elles isolent aussi, parce qu'on est beaucoup en soi et donc beaucoup dans le mental. Parce qu'évidemment, les vidéos font appel au mental. Tout ce qu'on essaie d'apprendre par les vidéos, ça passe par le mental, sauf si on regarde des vidéos pour se détendre, humoristiques, de la musique, des choses comme ça, mais on est beaucoup dans le mental, donc on a une fatigue mentale quand même qui s'accumule. Donc il y a cette fin des libertés qui peut quand même effrayer, angoisser, et puis décevoir. Et puis il y a toute cette passivité, toute cette soumission que l'on rencontre chez les autres et chez soi aussi, une certaine lâcheté, chez soi aussi si on veut bien se regarder, parce que c'est pas toujours les gens, nous on est aussi les gens, donc en fait c'est pas toujours les autres, il faut se regarder aussi soi, et c'est vrai qu'on participe à cette passivité, à cette soumission, à essayer de ne pas voir, de se mettre la tête dans le sable. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, enfin si, il y a quelques temps. Et donc en fait, face à ce désespoir, moi j'aimerais vous dire que voilà, il y a des moyens de faire, des moyens de, non pas de réagir, mais de répondre à cette incertitude et à ce désespoir. Alors comment faire? Est-ce qu'on doit essayer de se divertir, comme c'est ce que l'on fait généralement? C'est ce que j'appelle mettre la tête dans le sable, mais on a bien besoin de se divertir aussi. Parce que si on est tout le temps dans le mental, ou si on est tout le temps dans ce catastrophisme et à regarder tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on vit au jour le jour, les souffrances qui sont de plus en plus croissantes, parce que, par exemple, on devient de plus en plus pauvre, alors je parle en général, hein, on a de moins en moins de liberté, on ose de moins en moins parler, on est de plus en plus obligé de faire ce qu'on a à faire, et on sait que des choses nous attendent, c'est-à-dire que ce qui est arrivé par exemple à Rouen, ça peut arriver ailleurs aussi, et puis que dans les années à venir, il risque, mais fort probablement, que nous soyons, et donc ça peut être nous, ça peut être notre voisin, notre frère, notre soeur, notre père, notre mère, des gens qu'on connaît en fait, hein, nos enfants, être victimes de catastrophes naturelles ou de catastrophes accidentelles ou de catastrophes financières, par exemple, puisqu'on en parle aussi beaucoup. Donc comment on fait? Est-ce qu'il faut se voiler la face? Alors effectivement, la diversion, c'est très bien d'écouter de temps en temps un petit film qui va nous faire rire, ou des blagues, des choses comme ça. Ça peut faire du bien, apaiser l'esprit un petit peu. Rien de tel que l'humour, le sommeil, la méditation, la convivialité avec des amis, parler de tout et de rien, voilà. Rien de tel que toutes ces choses-là pour justement souffler. Parce qu'on ne peut pas tout le temps être là à réfléchir et à se dire qu'est-ce qu'on va faire. Il faut aussi des moments où l'esprit peut respirer. Donc il ne faut pas se culpabiliser des moments où on fait autre chose. Il y a un moment pour tout en fait, voilà ce que je voulais dire. Alors moi ce que je voudrais vous dire, c'est plutôt regardons la réalité en face. Voilà, nous sommes des êtres humains, donc on a des besoins de s'évader, on ne peut pas être tout le temps à réfléchir, à être dans le mental déjà, ou à s'émouvoir. Donc
de ce qui se passe pour d'autres et puis d'oublier après, etc. Peut-être qu'il faut regarder à long terme et essayer de se préparer à toute éventualité, sans être dans le catastrophisme et sans vouloir nourrir une peur et une angoisse, mais plutôt la regarder en face, cette peur. Ok, nous avons peur, il faut apprivoiser cette peur. Parce qu'on va peut-être vivre, on va très certainement vivre, ou vit peut-être depuis un certain temps, avec la peur. La peur qu'il arrive par exemple un attentat à un de nos proches, à des gens qu'on connaît, ou même à ceux qu'on ne connaît pas, si on est plein de compassion et d'altruisme. On peut avoir peur donc de ces attentats, et puis aussi des autres catastrophes qui peuvent arriver. On peut avoir peur de perdre tout ce que l'on a, d'avoir encore moins que ce que l'on a, ou bien de devoir vivre brutalement, brusquement, sans toutes ces dépendances que l'on a aujourd'hui, qui sont celles du portable, des réseaux sociaux et d'Internet, des moyens de communication comme le téléphone, les mails, donc tout ça, tout ce qui se fait par Internet ou alors par la téléphonie, par aussi l'électricité, l'eau courante, enfin toutes ces choses que l'on a qui nous semblent tout à fait naturelles parce que l'on vit en Occident dans un certain niveau de vie. Mais ce niveau de vie, chacun sait, il ne faut pas se voiler la face, peut très bien baisser. Et puis toutes ces facilités, toutes ces commodités qu'on a peuvent disparaître aussi, par exemple lors d'une catastrophe, où quelquefois des personnes n'ont pas d'électricité pendant des jours. On peut se trouver aussi de ne pas avoir de réseau, et vous savez ce que ça fait quand on n'a pas de réseau. C'est là qu'on se rend compte qu'on est effectivement très habitué à tout ça. Donc moi je pense qu'il faut regarder ça en face, plutôt que de nourrir des peurs, des peurs sans objet véritable, c'est-à-dire on a peur mais on ne sait pas de quoi exactement, de tout. Et donc on peut être dans une hyper-vigilance comme ça et en perdre le sommeil ou déprimer. Il vaut mieux regarder toutes les éventualités. Bon, vous connaissez peut-être cette nouvelle science qu'est le collapsing, c'est-à-dire l'étude, l'anticipation même d'un effondrement. Alors d'un effondrement d'abord financier, mais pas seulement, à tout niveau. Et donc, ça ne veut pas dire que... Enfin, j'ai étudié un petit peu cette théorie de l'effondrement. C'est pas forcé que les choses arrivent. Alors, il y a cette histoire, c'est sur fond de fin du monde. On pense que tout risque d'être dévasté, catastrophe, etc., comme dans les films américains. Mais ça peut très bien être, par exemple, une catastrophe maritime dans une certaine région du globe, et puis, ou dans une certaine région de France, où des gens vont être sinistrés, qui seront privés d'électricité, etc., ou bien pendant une certaine période, c'est-à-dire que tout ne sera pas forcément égal dans les choses qui vont arriver dans toutes les régions de France, pour tout le monde, et puis dans toutes les régions du globe, et que ce sera de même nature, et que les manques seront de même nature. C'est-à-dire que peut-être à un certain endroit, l'eau sera polluée, et l'air, comme par exemple en ce moment sur Rouen, puisque j'y habite. Et puis à d'autres endroits, ce sera par contre, je ne sais pas, des pluies torrentielles qui feront que les gens seront inondés. À d'autres endroits, ce sera le feu. À d'autres endroits où peut-être pendant un certain temps, il y aura une catastrophe financière qui pourrait faire que, je ne sais pas moi, par exemple, des gens se retrouvent extrêmement pauvres et nécessiteux, n'aient plus de maison, errent dans les rues, ou alors se retrouvent sans salaire ou sans travail. Vous voyez ? Ça peut très bien arriver, il faut regarder les choses en face. Ça peut être nous, mais ça peut être aussi notre voisin. Et comment est-ce que nous, on va pouvoir vivre, surtout si on est en pâte,
altruiste en voyant ces personnes à côté sans rien. Et comment est-ce qu'on va pouvoir vivre sachant que des personnes face à ces événements peuvent devenir violents? Donc je pense qu'il faut regarder toutes ces éventualités et j'aimerais en parler dans les prochaines vidéos, non pas pour alarmer, mais pour regarder les choses en face. Parce que comme je le disais dans une réponse à un commentaire, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre avec le manque. Ça peut être un manque d'eau, un manque de nourriture, un manque d'argent, un manque de moyens, par exemple comme Internet pendant un certain temps ou pendant longtemps, je ne sais pas. Parce que le manque, quand il est là, on ne sait pas combien de temps il va durer. Puis après, finalement, vous savez, on vit avec après. C'est juste la question de la transition. En fait, c'est un peu comme quand on se remet au sport. C'est la question de la transition, le moment où on s'y remet, les premiers jours et avant, on n'a vraiment pas envie ou c'est très dur. On peut être très motivé, mais enfin, on peut aussi ne pas avoir envie. Donc c'est un peu ça, vous voyez. C'est juste le fait de s'y mettre. Parce qu'une fois qu'on a pu son portable, vous avez certainement expérimenté ça au moins une fois, je pense, au moins une journée, au moins quelques heures. Bah après, finalement, on peut vivre autrement, on prend d'autres habitudes. Nous, ici à Rouen, par exemple, on a pris l'habitude d'acheter de l'eau en bouteille et on utilise cette eau en bouteille pour tout. Au début, c'est difficile et puis après, c'est une question d'habitude. Donc vraiment, il faut apprendre à vivre avec le manque. Et c'est vrai que dans pratiquement toutes les religions monothéistes, alors je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, eh bien il y a le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne. Et puis vous connaissez très certainement aussi les bienfaits du jeûne ou du jeûne intermittent. Et le jeûne, la signification du jeûne, c'est pas seulement se priver de nourriture ou d'une partie de nourriture ou de la nourriture à un certain moment, c'est se priver de quelque chose. Voilà, quelque chose qu'on prise, qu'on aime bien généralement. C'est ça tout le sens du jeûne en fait. Tout le sens du jeûne ou du ramadan. Alors vous me direz si je me trompe, mais et en fait, moi je me dis qu'on pourrait justement essayer de vivre avec modération et de justement apprendre à quelquefois manquer de quelque chose. On le fait souvent quand on a des enfants, bon, où il reste, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il reste un seul dessert, bon bah, on préfère que ça soit pour les enfants que pour nous, vous voyez, donc on sacrifie un petit peu. Ben, en fait, il faudrait apprendre aussi à se sacrifier sur certaines choses pour apprendre le manque, et puis après, lorsqu'on peut de nouveau, par exemple, on peut de nouveau avoir ce dont on a manqué, alors là c'est formidable, parce que moi je vais vous parler par exemple de la fameuse salade de tomates, puisque depuis un mois, depuis la catastrophe, je ne mange plus de tomates parce que d'abord on a été un peu sidérés sur le coup au début, donc en tout cas moi et puis tous ceux qui avaient conscience des risques ne mangeaient pas les fruits et légumes du jardin, donc je me suis privée de tomates. Je n'ai pas mangé de tomates pendant très longtemps, enfin pendant longtemps. Ça fait un mois et là j'ai pu en manger. Tomates du jardin assez éloigné d'ici, qui était assez éloigné d'ici. Et puis j'ai quand même pris des précautions de les ébouillanter. Et avant, je les ai mis dans un bain avec un petit peu de bicarbonate de soude et de vinaigre. Donc j'ai pris vraiment toutes les précautions. Mais si vous saviez comme cette salade de tomates, qui est très simple, était délicieuse. Voilà. Donc peut-être que en disant cela, j'ai tout dit au niveau du manque. Que vous comprenez ce que je veux dire. Du fait qu'il faut absolument vivre avec le manque. Par exemple, les légumes de saison, ben, mangeons les légumes de saison. Et si les tomates nous manquent en hiver, ben, c'est tant mieux. Parce que quand revient le printemps, enfin l'été surtout, ben, on va pouvoir remanger des tomates. Voilà. Donc en fait,
c'est ce qui fait que les choses ont de la valeur, c'est qu'elles puissent nous manquer à un moment donné. Alors ça leur donne de la valeur, ça redonne du sens à la vie, du plaisir, du sens comment dire, au rythme des saisons, au temps, que tout n'arrive pas en même temps, qu'on n'est pas dans une abondance, comment dire, factice, l'abondance des biens, mais dans une abondance plutôt de la vie et de la compréhension de la vie. C'est-à-dire en comprenant que il y a un temps pour tout, et qu'en attendant, on diffère notre désir, par exemple, de manger des tomates, et que quand on pourra le faire, ce sera formidable. Et c'est pareil pour tout, évidemment. Alors, voilà, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec le manque. Ce manque qui fera peut-être désormais partie de notre vie, parce que si on ne se prépare pas, si on ne s'habitue pas maintenant, ce sera extrêmement difficile pour la suite. Et puis même si on avait à vivre aucune catastrophe, si par bonheur chacun était épargné de toutes les catastrophes qui puissent arriver, eh bien de toute façon, on se serait préparé à s'élever, à vivre avec plus de sagesse, plus de profondeur et plus de conscience, et donc de plaisir dans tout ce que l'on fait, ne serait-ce que pour respirer. Respirer est un plaisir quand c'est un air pur. Ici à Rouen, ça sent, suivant les jours, en fait, c'est jamais pareil, mais ça sent plus ou moins comme dans une station essence. Et quand on respire l'air pur, enfin, on ne sait pas s'il est pur, mais disons, c'est une façon de parler, un air qui ne sent pas les hydrocarbures, et puis dont on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, il n'y a pas cette mauvaise odeur, lourde, chargée. En fait, c'est formidable. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et c'est vrai que ce dernier mois, j'ai appris, et c'est pour ça que je vais vous faire partager mon expérience pour qu'elle puisse peut-être aider d'autres personnes à vivre avec ce manque. Voilà. Donc il faut apprendre à vivre avec le manque, selon moi, à apprivoiser la peur. Voilà, à le regarder en face et se dire, voilà, j'ai peur, mais la peur n'empêche pas le danger, donc on a peur, c'est normal, mais il faut la regarder en face et se confronter à cette peur, l'affronter, et puis la dépasser. Parce que si on ne veut pas la regarder en face et qu'on se met la tête dans le sable, il va rien se passer, tout va bien, il ne s'est rien passé, voilà. En gros, on est dans le déni. On ne regarde pas la peur, donc on ne peut jamais la dépasser. Donc il faut bien la regarder en face, se dire ok, j'ai peur, reconnaître qu'on a peur, pour pouvoir avoir une chance de la dépasser. Et puis après, être dans la confiance. Alors c'est pas quelque chose qui est rectiligne, c'est-à-dire c'est bon, à partir de maintenant, je n'ai plus peur. Il y a un côté pérenne qui fait qu'on va décider de ne plus vivre dans la peur, ou en tout cas dans le déni, mais il y a un côté aussi quotidien qui fait que tous les jours, on aura peut-être une petite peur qui va revenir ou qui va faire redondance sur d'autres choses. Voilà. Donc il y a cette peur qui est sur le long terme, donc on essaie de remplacer, qu'on va remplacer par la confiance dans la vie, la confiance en nous, en se disant on va faire le mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a, et puis les conditions dans lesquelles on est. On va faire ce qu'on peut, mais sans désespoir. Vous voyez, c'est-à-dire en se disant, mais il y a de l'espoir, on peut toujours trouver des solutions. Soyons plusieurs à réfléchir, comme je dis souvent, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Faisons des petits groupes de parole, des groupes de réflexion, apprenons les uns les autres, plutôt que de nous
de nous chamailler parce que on n'est pas d'accord avec un détail qu'a dit l'un, qu'a dit l'autre, tout ça pour des histoires de fierté. On s'en fiche de cette fierté, quoi. Voilà, essayer de tomber, là, essayer de côté. Faut partager tout ce qu'on a à partager les uns avec les autres, plutôt. Donc, apprendre à vivre avec le manque, apprivoiser la peur, et puis surtout, vivre dans l'incertitude. Alors, vivre dans l'incertitude, c'est un peu la vie que vivent beaucoup d'entre nous à présent, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver demain, et c'est ce pourquoi certainement les sites de voyance ont pignon sur rue, quoi, ou intéressent tant de monde, parce que quand on a besoin d'être rassuré, on se dit bon bah peut-être que eux savent et qu'ils vont nous dire ce qui va se passer. Mais après, le quotidien comment dire, nous replace dans la réalité, mais on a besoin d'un petit moment, un petit peu comme l'enfant qui suce son pouce là en s'endormant, qui a besoin de son doudou ou de quelque chose à câliner comme ça, et qui se recroqueville et pour s'endormir ou être au calme, se rassurer lui-même en fait. C'est un peu ça, je pense, les sites de voyance ou les personnes qui tirent les cartes, ou qui font les énergies ou les choses comme ça, vous voyez. Alors on est tous un peu intéressés par ça, hein, sauf ceux qui sont durs de dur, pas du tout là-dedans. Mais je pense que le succès de tout ça, ça se nourrit de nos incertitudes. On a besoin de certitude, on a besoin que quelqu'un nous dise voilà ce qui va se passer. Ou voilà dans quelle énergie, dans quel climat on est, voilà à peu près comment les choses se présentent. Et alors il y a ces personnes effectivement, et puis il y a aussi tous les autres qui parlent à tort et à travers par ce catastrophisme dont je vous ai parlé au début, et qui eux par contre nous poussent dans les retranchements et dans ce poison qu'est le désespoir. On perd tout espoir et on se dit c'est foutu quoi. Voilà, et certaines personnes un peu plus perverses que d'autres ou polluantes ou toxiques vont essayer de vous faire peur, qu'elles le veuillent ou non, parce qu'elles sont dans la panique, vont essayer de paniquer tout le monde, d'alarmer. Et chaque jour, ce sera la fin du monde, ou chaque jour, voilà, il va se passer telle et telle chose. Et on est entre les deux, à vouloir chercher des certitudes, à ne pas en trouver. Et on est un peu dans un vide si on n'a rien à quoi se raccrocher en fait. Et ce à quoi on peut se raccrocher, c'est éminemment tout ce qui est, pour moi, ce qui est au-dessus de nous. Quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'on ne peut pas se rassurer les uns les autres indéfiniment comme ça, même si ce sont des personnes qui se disent voyantes ou qui sont réellement. On ne sait jamais vraiment si ça va être ça, et puis il y a des marges d'erreur, il y a tout un tas de choses. Voilà. Donc en fait, on est dans l'imagination pour essayer de se rassurer, nous tous. Donc entre le catastrophisme, les alertes, la réalité qui nous angoisse, qui nous mène au désespoir, et puis cette petite réassurance, mais qui n'est pas assez prégnante, qui n'est pas assez, comment dire, nourrissante. Moi, je pense que ce qui peut nous aider, vraiment, ce qui peut nous donner espoir et certitude, c'est de croire, d'avoir la foi. Plus que de croire, je dirais même avoir la foi. Ce ne sont pas les croyances, mais la foi. La foi en un Dieu ou en l'univers, ou en quelque chose d'au-dessus de nous en tout cas. Quelque chose qui nous surplombe, qui nous dépasse. Quelque chose qui fait, je dis quelque chose parce que je n'ai pas les mots, qui fait qu'on est là en tout cas. Que notre vie a un sens,
qu'il y a des correspondances étranges, des hasards étranges, qui font que très certainement ce fameux hasard n'existe pas. Et c'est ce en quoi je crois, en tout cas. Et puis j'ai aussi la foi en Dieu. C'est ce qui m'a aidé énormément, parce qu'il n'y avait pas d'autre. Je ne voyais pas d'autre solution et je n'en vois toujours pas face à l'incertitude et face au temps difficile que l'on vit. Et au temps difficile que l'on vit quand on est victime de perversion, victime de personnes toxiques ou qu'on est traumatisé. Donc je ne vois que l'au-delà pour nous aider quand on est dans cette panique. Alors, si dans les temps à venir, des personnes sont justement dans la panique, je pense que vous qui écoutez, quel que soit le moment où vous écoutez, ça peut être maintenant, ça peut être dans plusieurs années, parce que les vidéos vont rester sur YouTube. Peut-être que ça pourra vous aider. Je pense que beaucoup de personnes qui ne se préparent pas maintenant peuvent, dans ces moments de manque, d'incertitude, qui peut même mener à la panique, et peuvent être dans une certaine panique et de peur, se trouver, comment dire, en arriver à même à des choses extrêmes, parce qu'elles ne peuvent pas supporter ou ne pourront pas supporter en ne s'étant pas préparées. Je pense même que les personnes de la génération de ceux qui sont maintenant, qui ont des enfants de 10 ans et au-delà, ou même peut-être des enfants plus petits, cette génération-là, je pense que vous allez être des piliers pour la génération d'en dessous, quoi, les générations d'après nous. Parce que les générations d'après nous n'ont pas vécu sans la télévision 24 heures sur 24, sans les écrans, sans les réseaux sociaux, sans Internet, sans le téléphone partout, omniprésent, et les communications à outrance, sans GPS pour ne pas se perdre, enfin sans tous ces moyens qui nous sont indispensables actuellement. Ils ont connu l'argent liquide pour aller acheter la moindre chose. Et donc, ces personnes-là ont connu aussi d'autres façons de penser que l'influence à outrance avec la publicité. Donc il y avait de la publicité, mais il y avait aussi des moments où on pouvait se retrouver sans toutes ces choses factices que l'on trouve actuellement et qui font partie pour les jeunes générations de leur monde à pratiquement 100%. Tandis que nous, adultes, nous avons vécu autre chose et donc on peut retrouver les bases. Le tout, c'est de ne pas se perdre dans ce qu'on appelle la modernité, mais et ne pas pouvoir vivre sans. Il faut pouvoir vivre autrement, et je pense qu'il faut s'y préparer maintenant, si l'on veut non seulement pouvoir vivre et savoir vivre avec l'incertitude chaque jour, mais aider nos enfants. Alors je dis nos enfants, ça peut être les nôtres personnellement, les enfants qui viennent de nos sangs ou de notre sang ou qui nous sont adoptés, avec lesquels on a une filiation, mais ça, je parle aussi de tous les enfants, puisque tous les enfants sont nos enfants. Eh bien, je pense que justement, on a un rôle à jouer. Et si je fais cette vidéo un peu longue, pardonnez-moi, c'est justement pour vous faire prendre conscience de cela, c'est-à-dire que si vous vous préparez, c'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour le monde de demain. Parce que s'il y a tout à remettre à plat, ou s'il y a des choses à construire, ce sera à partir de vos bases, de ce que vous avez appris étant petit, et dont vous allez vous rappeler.
ce sera à partir aussi de cette préparation que vous aurez effectuée pour aider les personnes qui ne se seront pas préparées quand des choses pourront arriver et qu'ils seront en proie au manque, à la peur, à l'incertitude, toutes ces choses qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire face et que leur jeune âge ne rend pas visible. Voilà, parce qu'ils ne sont pas forcément actuellement dans cette conscience. Donc vivre avec l'incertitude, c'est se dire, voilà, moi je ne sais pas ce que sera demain. Il peut arriver tout, je peux mourir demain, je peux mourir dans une minute, que ce soit d'un accident, d'une mort naturelle, je sais pas, d'un asphyxie à cause d'un gaz toxique, d'un empoisonnement avec de l'eau, avec un aliment, d'une guerre, d'une violence, d'une catastrophe naturelle, voilà, on ne sait pas. Peu importe. Donc apprécions la vie au jour le jour, faisons des projets comme si on allait vivre toujours, et puis aussi pour les générations futures. Mais vivons avec cette incertitude, parce qu'on n'a pas le choix. On ne sait pas ce que sera demain. Et plutôt que se rassurer avec des bagatelles, des petits pansements, il vaut mieux aller au fond des choses et se dire que on ne peut pas se rassurer complètement comme si les choses n'existaient pas. Mais c'est pas pour autant qu'on va être dans la panique et puis dans le désespoir. On va se dire qu'il y a toujours un espoir et que il faut aller le chercher, cet espoir. Et donc, il faut se préparer à vivre à l'incertitude, à vivre au jour le jour en fait. Peut-être que demain, on aura à vivre avec très peu de pain, qu'on économisera le riz qu'on a acheté, qu'au lieu de le perdre et lorsqu'on a fait une casserole de riz par exemple, qu'il y en a beaucoup trop, et que finalement c'est jeté, et puis que le lendemain on fait autre chose à manger, en fait on va se dire, non, là on va le garder, on va conserver. Peut-être qu'on va avoir d'autres attitudes dans ce cas si on se prépare. Et c'est ce dont je voudrais vous parler dans d'autres vidéos, sur des choses très concrètes. Voilà, dans d'autres vidéos j'avais envie de parler, pas forcément celles qui vont venir maintenant, mais dans des prochaines, de la nourriture, des habitudes de vie, des façons de faire, des modes de vie, des façons de penser, parce que tout est lié. Et il y a une dernière chose que je voulais vous dire aussi, sans être trop longue, c'est que comment est-ce qu'on va vivre avec l'incertitude ? Eh bien, on va vivre avec l'incertitude parce qu'on est ensemble, parce qu'on va s'entraider, parce qu'on est déjà tous connectés, que ce soit par les réseaux sociaux, par le téléphone, tous les moyens de communication. On est déjà habitué à être connecté comme si on se connaissait depuis longtemps. On a des relations avec beaucoup de gens qui nous disent des petites choses banales comme les gens qu'on rencontre au jour le jour, au travail ou à la boulangerie, un peu partout. C'est un petit peu pareil sur les réseaux sociaux. C'est très sympathique. Donc on est tous connectés, voyez. Donc apprécions cela, le fait d'être connecté. Mais il y a quelque chose qui est encore mieux que tout ça. C'est qu'on est connecté par le cœur, par l'esprit. Et vous savez qu'il y a des expériences qui sont faites sur des personnes qui font des séances de méditation ou de prière tous en même temps. Et que ça permet d'aider, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment ça fonctionne. Bon, après, que ce soit les neurosciences ou tout ce qui est au niveau quantique, tout ça peut certainement l'expliquer, ou si ce n'est pas l'expliquer, en tout cas, peut dire que ça existe. Voilà. Et donc, et pourquoi pas ? Si plusieurs personnes, par exemple, en écoutant une vidéo ou en faisant un groupe de parole sur un réseau social, par exemple, sur Internet, ou avec d'autres moyens, ou se regroupent, ils peuvent justement s'entraider les uns les autres, et donc il y a une connexion des esprits et des cœurs qui se fait quand les personnes vibrent selon cette même envie d'aider les autres, cette compassion pour les autres.
en sachant que ce qui leur arrive peut nous arriver à nous aussi. Cet amour agapé, hein, l'amour complètement élevé, complètement désintéressé, complètement inconditionnel, voyez. Et ça nous relie les uns les autres, en fait. Donc nous sommes connectés, nous, tous ensemble. Et le mot ensemble est le mot que je préfère. Le mot de la langue française que je préfère, qui est toujours très émouvant pour moi, comme tout ce qui est solidaire, quand je vois qu'il y a des actes de solidarité qui sont faits, c'est toujours très émouvant pour moi. Moi, je pense que c'est ça qui peut nous aider, j'allais dire nous sauver, mais qui peut nous aider, en fait, face à l'incertitude, face à la peur, face au manque. Dites-vous qu'on est ensemble. On est peut-être séparés, on est peut-être isolés les uns des autres, mais en fait, c'est un peu comme une diaspora, vous savez. Une diaspora, c'est des gens d'une même culture ou ou d'un même pays, d'une même filiation au niveau d'un pays, qui après se sont dispersés dans le monde, mais qui appartiennent toujours, par exemple, qui gardent la même nationalité, ou la même culture, la même religion. Ça s'appelle une diaspora. En fait, c'est un petit peu la même chose. Des gens d'une même communauté humaine, on peut dire, même s'ils sont disséminés, même s'ils sont à des kilomètres, ils peuvent être reliés par l'esprit et le cœur. Voilà ce que je pense vraiment profondément, j'en suis même persuadée. Voilà, avant même que j'en entende parler, j'en étais persuadée. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une émission un peu spéciale, mais j'avais un peu émouvante pour moi, mais j'avais vraiment envie de vous transmettre tout cela. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.